tous. Ça y est, ils sont tous rentrés là. Mme Mercier est rentrée. Mme Mercier, est-ce qu'elle m'entend, Mme Mercier? Est-ce que Mme Mercier, Oui, vous... monsieur Ah, Florent, ah, que je j'entende vous entends bien. votre voix nulle autre pareil. Mm. Salut Isabelle, Monsieur Guichard est là aussi, ça fait plaisir. Malika, bonjour Malika. Monsieur Simondi, toujours présent, Monsieur Simondi, comment il va? Bonjour, bonjour, tout va bien. Ça va, Marc? Ça va. Et je vois qu'il y a Marianne. Salut Marianne. Il y a- Voilà, on attend encore quelques petites minutes. On fait rentrer. Il y a deux, trois personnes encore qui rentrent. Salut Malika, ouais. Tac. Allez, il est 14 heures, on lance pour être à l'heure. Il nous manque, est-ce que, j'ai pas fait attention, mais Il y a Yasmine, elle nous a Yasmine. rejoint. Yasmine est là, oui, Florent. Yasmine est là. Ah, Yasmine, tu nous as fait une petite frayeur, Yasmine. Bon, bah, c'est bien. Allez, on attaque. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver donc, pour cette 6e saison de nos webinaires Made by Nexialist. Alors, c'est parti pour l'épisode 4, avec pour sujet l'article 7110, après 2 tables rondes autour du dialogue structuré, avec une table ronde avec les OED et une autre avec les fabricants, une table ronde aussi avec la cybersécurité. Place aujourd'hui à la démonstration de performance et de la sécurité en passant par la voie du 7110. Toujours la même approche, toujours la même idée, proposer une table ronde avec un retour d'expérience de fabricant et animé par un expert de Nexialist, un expert du domaine. Et cette fois-ci, c'est Morgane, une de nos spécialistes cliniques qui s'y colle. Elle va être la chef d'orchestre aujourd'hui. Et elle va modérer cette table ronde et donc je remercie notamment les participants de cette table ronde, Yasmine Cissé, Claire Vassard d'Air Liquide, Sabrina de Germitech et Patrick d'avoir accepté notre invitation à participer à ce débat et allô, oui, et à ce partage. Allez, j'ai assez parlé, Morgane, comme promis, je te laisse la parole et je la reprendrai à la fin de ce webinaire. On va d'abord faire la table ronde et puis ensuite, il y aura une petite mise en perspective, une petite piste de réflexion proposée par Vincent Casteras. Et puis, je reprends la parole juste après. À toi, Morgane. Merci Florent et bonjour à tous. Alors, je suis ravie d'animer cette table ronde aujourd'hui. Alors, ça fait un moment chez Nexialist qu'on voulait partager quelque chose autour du 7110, du règlement sur les dispositifs médicaux, car il régénère pas mal de débats très intéressants, en tout cas chez nous en interne, mais également aussi avec nos clients et puis les organismes notifiés. Donc, je vais commencer par une brève introduction. Je voulais présenter les quelques lignes de cet article qui se trouve dans le chapitre 6 du règlement concernant l'évaluation clinique et les investigations cliniques. Donc cet article, il mentionne que sans préjudice au paragraphe 4, donc ce qui exclut directement donc, les dispositifs implantables et les dispositifs de classe 3, lorsque la conformité aux exigences générales en matière de sécurité et de performance est considérée comme n'ayant pas été démontrée de manière satisfaisante par des données cliniques, dans ce cas-là, une justification appropriée est fournie. Et donc, c'est uniquement dans ces cas un peu exceptionnels que les données non cliniques peuvent être utilisées. Donc, je vous ai mis la version anglaise, que je préfère cette version parce qu'elle utilise le terme appropriate. Donc, le fabricant, il doit vraiment justifier pourquoi il juge que les données cliniques ne sont pas appropriées en prenant en compte leurs différents paramètres. Il doit prendre en compte les risques via la gestion de risques, le type de dispositif, le degré de nouveauté. Il doit également prendre en compte l'interaction entre le dispositif et le corps humain. Et sa justification doit prendre en compte aussi la destination du dispositif et, très important, les revendications faites par le fabricant. Et si l'utilisation de cette voie est correctement justifiée, alors il pourra démontrer la performance et la sécurité via des données non cliniques, donc entre autres l'évaluation des performances, des tests, les bancs d'essai ou encore l'évaluation préclinique. Donc, ce qu'il faut vraiment retenir ici, c'est vraiment la notion de données cliniques jugées comme non appropriées pour la démonstration de la sécurité et de la performance, mais tout ça au regard des revendications. Et pour ça, donc, il faut savoir ce que sont les revendications et les données cliniques. Et donc, le règlement, il ne définit pas vraiment le terme allégation, mais en fait, il s'agit tout simplement des déclarations qui sont faites par le fabricant concernant les caractéristiques, les performances ou les bénéfices du dispositif.
Et en clinique, c'est vraiment essentiel de définir ces revendications. Et on le voit sous une forme un peu de cascade via les définitions du règlement de la performance technique, performance clinique et bénéfice clinique. Car en fait, à partir d'une caractéristique technique, on va atteindre une fonction ou un rôle clinique dans une procédure ou un traitement qui va engendrer un impact positif sur le patient ou sa prise en charge. Donc cet impact positif, ça représente le bénéfice clinique et qui peut être direct ou indirect. Donc direct, on va avoir les réductions de la douleur, amélioration de la qualité de vie, ou alors le bénéfice peut être indirect. Et dans ces cas-là, ce dispositif, il permet à une procédure qu'elle soit réalisée, une thérapie soit délivrée, ou alors elle peut aussi aider un autre dispositif à atteindre son objectif prévu. Donc on n'a pas cette définition de bénéfice indirect dans le règlement, on le trouve dans le MDCG 2020-6. Voilà. Et aussi par rapport, il faut savoir comment vous allez démontrer ces revendications. Et donc là, on peut donc utiliser des données cliniques dans certains cas, et il faut savoir si elles sont appropriées ou non pour la démonstration. Et là, le règlement est assez clair sur quelles sont les données cliniques. Donc, c'est des données de sécurité et de performance obtenues dans le cadre de l'utilisation du dispositif médical, soit le dispositif en question ou son équivalent, via des investigations cliniques, des publications scientifiques et également des informations pertinentes provenant de la surveillance post-commercialisation. Je vous invite aussi à regarder un white paper de cette année du BSI qui parle aussi d'une notion de données cliniques directes ou indirectes par rapport au système. Donc, je vous invite à regarder, c'est intéressant. Du coup, les données cliniques peuvent être considérées comme non appropriées pour diverses raisons, comme le caractère non éthique d'une investigation, l'absence de critères mesurables ou encore pour des dispositifs sans effet médical direct. Donc, vous vous demandez peut-être comment savoir si ces données sont pertinentes pour la démonstration. Donc là, il y a vraiment un seul mot à retenir, c'est l'état de l'art. Il va vous aider à décrire le contexte médical, les alternatives, les dispositifs similaires et donc à la fin permettre d'extraire des critères de sécurité et de performance. Il sera vraiment précieux pour la justification du 6110. Donc voilà ce que j'avais à dire en introduction. Je vais laisser la parole maintenant aux différents intervenants. Donc merci encore une fois à vous quatre de participer à cette table ronde. La première question, ce qui est important pour les personnes qui nous écoutent, c'est de présenter un peu le produit pour comprendre pourquoi le 6110 a pu être appliqué pour chacun d'entre vous. Donc, je vais d'abord donner la parole à Sabrina pour présenter Chronos. Bonjour à tous. Du coup, je suis Sabrina, je suis spécialiste affaires réglementaires chez Germitech et on commercialise plusieurs produits, dont le Chronos, qui est un système de désinfection de haut niveau par UVC pour les sondes d'échographie. Sondes d'échographie qui sont du coup utilisées dans le cadre d'examens internes et externes, donc qui peuvent être en contact avec de la peau, des muqueuses et du sang. C'est un dispositif qui est classé en classe 2B selon la règle 16 du MDR, qui est marqué CE du coup MDR depuis mai 2025 auprès du GMED et qui avant était sous MDD, donc avant un legacy device. Et nous, on n'a pas de bénéfice clinique direct. On a des revendications de performance avec une désinfection de haut niveau sur les sondes d'échographie qui sont jugées compatibles avec notre système. Et notre objectif aussi est de réaliser du coup une réduction minimum de 4 logs sur les micro-organismes. Merci Sabrina. Alors, Claire, je te laisse la parole. Oui, bonjour à tous. Du coup, moi je suis Claire Vassard et je suis responsable réglementaire pour les dispositifs médicaux chez Air Liquide Santé. Et le dispositif médical dont je vais parler aujourd'hui, c'est l'armoire d'urgence Cellule 2 de son petit nom commercial. C'est un dispositif médical de classe 2B, donc également certifié suivant le MDR depuis cet été et classe 2B du coup suivant la règle 12.
L'usage prévu en fait de cette armoire d'urgence, c'est qu'elle est installée dans les établissements hospitaliers. Pour reprendre le contexte général dans les établissements hospitaliers, vous savez qu'il y a des canalisations qui acheminent les fluides médicaux, les gaz médicaux depuis les stockages sources, donc à l'extérieur de l'hôpital, jusqu'aux prises médicales dans les chambres, les salles d'opération, etc. Et ce réseau de gaz dessert certains services qui accueillent des patients qu'on appelle hautement dépendants. C'est des patients qui ne peuvent pas survivre sans la fourniture en certains fluides médicaux, notamment l'oxygène et l'air pour la respiration, ou parfois le vide pour certaines procédures opératoires. Donc si le réseau normal de distribution de ces fluides médicaux vient à tomber en panne, il y a un fort risque de décès pour tous les patients hautement dépendants de l'établissement. Et c'est la raison pour laquelle l'armoire d'urgence CELUS 2 intervient. C'est un dispositif médical qui est capable de détecter une panne, ou en tout cas un arrêt de fourniture des fluides médicaux, oxygène, air et vide, qui va détecter une panne et qui va se mettre en route pour assurer un secours. Le parallèle, c'est un petit peu comme un secours électrique, un générateur électrique de secours sur les chantiers, etc. Ça fonctionne de la même manière. Voilà. Pour ce dispositif médical, on ne revendique que des performances techniques. Donc, c'est un DM qui permet de garantir la fourniture en fluide en cas de panne, donc avec des niveaux de pression sur ces fluides médicaux bien définis, des débits garantis et une durée minimum de secours définie également. Nous n'avons donc pas de performance clinique et pas de bénéfice clinique direct. J'insiste bien sur le direct, parce que du coup, on a un bénéfice clinique indirect. Cette armoire, du coup, participe au succès de la continuité de fourniture en fluides médicaux pour les patients hautement dépendants. Elle n'est pas seule à permettre l'administration de ces gaz, mais voilà, avec les autres équipements d'administration, elle permet de maintenir les patients en vie. Merci Claire. Et maintenant, Patrick. Bonjour, le dispositif en question fabriqué par la société Cryobiosystème est une paillette de vitrification de vin. Elle est destinée à recevoir des embryons après procréation médicalement assistée et à les conserver dans de l'azote liquide en assurant l'étanchéité pour éviter qu'il y ait un contact direct entre l'embryon et l'azote liquide. C'est un dispositif qui n'a pas de bénéfice clinique direct, il n'y a pas de critères objectifs mesurables pour évaluer sa contribution dans le cadre d'une procédure de PMA. Et donc c'est pour ça qu'on a utilisé cette voie 6110. Merci Patrick. Et pour terminer, on a voulu prendre aussi un logiciel. Donc c'est voilà, le Résilience Pro. Oui, bonjour. Donc, moi, je suis en charge de toute la partie qualité réglementaire chez Résilience. Résilience, c'est un fabricant de logiciels de télésurveillance dans différentes pathologies. Aujourd'hui, on va prendre comme exemple Résilience Pro, qui est un dispositif de classe 2A. C'est un dispositif notamment d'aide à la décision clinique et un logiciel de télésurveillance pour les patients atteints de cancer. Sur ce produit, aujourd'hui, on revendique une performance technique, des performances techniques plutôt, dont notamment le transfert de données, l'analyse de données et les générations d'alertes, par exemple. On revendique aussi des performances cliniques qui sont issues en fait des performances techniques et qui sont liées à la détection de certains événements indésirables et de certains symptômes. On revendique aussi un bénéfice clinique indirect et pas direct, puisqu'aujourd'hui, pour prendre une décision clinique ou poser un nouveau diagnostic, le praticien a besoin des données de télésurveillance, certes, mais il a aussi besoin de toutes les autres données de patient qui gravitent autour de ce dernier dans le cadre de son parcours hospitalier. Et c'est dans ce cadre-là qu'on a utilisé la voie de la 6110. Voilà. Merci. Donc, on va continuer alors pour la deuxième question. Et là, je pense que ce que les gens ont envie de savoir, c'est comment vous avez chacun justifié que les données cliniques n'étaient pas pertinentes pour la démonstration de la conformité. Et petite question bonus, est-ce que vous avez été particulièrement challengé sur un aspect, que ce soit sur la gestion des risques ou encore l'état de l'art du domaine? On va prendre
On va prendre le même ordre, du coup. Sabrina, si tu veux commencer. Oui, pas de souci. Nous, du coup, dans un premier temps, on a repris un peu des critères du 7110 pour justifier du coup le niveau de data clinique requis. Et un peu du coup sous forme de tableau, on a repris une partie de revue de données de gestion des risques où on a justifié qu'on n'avait pas de contact direct avec le patient, que notre intended use, enfin notre destination, c'était de la désinfection de haut niveau, qu'on était en 2B non implantable. Et en conclusion, du coup, il ressortait que les données de cette analyse de risque étaient des données de nature technique. Et donc, on n'avait pas besoin de compléter avec des données cliniques. Pareil aussi, on a fait le même travail avec la partie interaction entre le dispositif et le corps humain. Et chez nous, donc, il n'y a pas d'interaction directe puisque nous, on désinfecte des sondes, donc pas de contact direct avec le patient. Donc là, pareil, ça a pu appuyer aussi le fait de se passer de données cliniques. Au niveau aussi des performances cliniques, donc c'est assez clair que nous, pareil, nous aussi, on revendique une partie technique qui est de la désinfection de sondes compatibles. Et pareil, ça, on peut du coup le revendiquer à travers des tests plutôt microbiologiques. Et donc, pareil, du coup, en conclusion, on a dit qu'on n'avait pas de bénéfice, enfin pas de performance clinique ni de bénéfice clinique direct. Et donc, avec ce bénéfice clinique indirect, on a réussi à justifier que les data, enfin l'ensemble des revendications étaient techniques et qu'on pouvait du coup se passer de données cliniques. Aussi en reprenant dans le MDCG 2020-6, on a considéré du coup que le produit, le Chronos, rentrait dans les critères du 7110 et que du coup le niveau de preuve clinique devait être de rang 10 jusqu'au rang 12, donc des tests précliniques et des tests de banc d'essai. Et pour la petite question bonus, donc nous on est avec le GMED et on n'a pas été challengé que ce soit sur le risque du produit ou l'état de l'art. Okay. Merci. Bon, je laisse la parole du coup à Claire. Oui. Du coup, nous, c'est un petit peu le même principe, hein, c'est-à-dire que, donc, comme je l'ai expliqué avant, notre dispositif médical, donc l'armoire de secours, elle n'a pas de performance clinique revendiquée et un bénéfice clinique indirect uniquement. Et également, en ce qui concerne le contact avec le patient qui est en bout de chaîne, on est uniquement sur un contact indirect aussi par le biais de ce qu'on appelle le chemin de gaz, hein, donc par le biais des canalisations qui acheminent les fluides médicaux jusqu'au patient. Donc pareil, c'est un dispositif de classe 2B mais qui est non implantable. Et en plus de ça, il n'y a pas vraiment de paramètres ou de métriques cliniques en lien avec le fonctionnement de ce dispositif médical. On a bien des métriques qui permettent de vérifier la bonne performance technique du DM. Donc c'est ce que je disais, hein, c'est notamment le garantie du débit de fluide qui est délivré en secours ou du niveau de pression qui est délivré en secours, mais on parle bien des caractéristiques des fluides médicaux et pas du tout des paramètres physiologiques chez le patient qui va recevoir ces fluides médicaux en bout de chaîne. Voilà, donc on est bien sur un bénéfice clinique indirect sans mesure clinique ou élément clinique qui peut être mesuré. Et donc, il n'y a pas du tout de vérification de ces mesures cliniques qui étaient possibles dans l'évaluation clinique. Et également, en ce qui concerne l'état de l'art, donc on revendique, alors on n'a pas d'équivalence, mais on a identifié des dispositifs médicaux similaires qui, pareil, ne revendiquent aucune performance clinique et pour lesquels on n'a pas trouvé dans la littérature de données cliniques ou de résultats d'études cliniques, etc. Donc ça a été vraiment nos arguments pour fonctionner sur le 7110. Et pareil, donc pour la question suivante, on n'a pas été spécialement challengé sur le risque du produit dans le sens où
On n'a pas été challengé sur la nature des risques associés à notre dispositif médical et son utilisation. En revanche, je ne sais pas du tout si ça a un lien avec le 7110 ou pas, on est vraiment tombé sur un examinateur produit très méticuleux sur l'analyse de risque. On est chez le GMED également. Donc, je ne sais pas si c'est parce qu'on n'a pas de données cliniques qu'ils ont été d'autant plus regardants sur l'analyse de risque ou pas. Et concernant l'état de l'art, non, on n'a pas été challengé non plus. On avait identifié pas mal de dispositifs médicaux similaires, de techniques alternatives aussi dans le cadre de l'état de l'art. Et pour le coup, on n'a pas eu trop de questions à ce sujet-là. D'accord, merci Claire. Patrick, je te laisse la parole. Oui, merci. En ce qui concerne les paillettes, le premier travail, c'était autour de l'état de l'art, de positionner l'utilisation des paillettes dans toute la chaîne de traitement, dans toute la chaîne de pour déjà isoler que c'est une contribution extrêmement faible et également bien distinguer le patient du tissu de l'échantillon biologique que l'on conserve. On évalue le bénéfice d'une PMA au niveau de la patiente ou du couple éventuellement, mais ce n'est pas au niveau de la possibilité d'implantation de l'embryon. Donc déjà, l'état de l'art était extrêmement utile pour bien décrire cette chaîne de traitement et faire apparaître qu'il n'y avait pas de critères mesurables au niveau de la conservation de l'échantillon biologique et que si on se positionne au niveau du patient ou du couple, les critères sont peut-être facilement identifiables, mais par contre, il y a un de facteurs qui contribuent au succès ou à l'échec du traitement, de telle sorte qu'il n'est pas possible d'établir un lien direct entre la cryoconservation, les paillettes, le dispositif et ce qui a été appliqué. Et donc, du coup, ça a été le moyen de bien poser sur la table la situation et le fait que l'on ne pouvait pas avoir un bénéfice clinique direct. Cet état-là n'a pas été challengé. Par contre, pour répondre au deuxième point, sur la partie évaluation des risques, oui, comme Claire, on a eu beaucoup d'interactions, beaucoup d'échanges avec le GMED. Il a fallu apporter beaucoup de précisions sur l'évaluation des risques et notamment sur l'aspect interaction échantillon biologique et dispositif médical, comment on évalue toutes ces interactions et comment on vient bien caractériser les risques de chacune de ces interactions et être certain qu'au niveau préclinique ou au niveau vérification de performance ont été suffisamment robustes. Et également, quand on a creusé l'analyse des risques, on s'est rendu compte qu'il était nécessaire de collecter des données de terrain. Donc, ce n'était pas prévu initialement, mais de collecter des données de terrain, c'est-à-dire récupérer un certain nombre de paillettes de vitrification qui avaient été conservées au moins 5 ans dans de l'azote liquide dans différents laboratoires de PMA pour vérifier qu'on avait bien étanchéité après vieillissement en conditions naturelles dans des laboratoires. Donc, il y a eu quand même un certain nombre d'itérations autour de la gestion des risques et ça a pu déclencher derrière comme collecte d'informations pour rendre le dossier suffisamment robuste. Très bien, merci. Voilà pour répondre à la section. Et alors, du coup, Yasmine, pour terminer. Oui, de notre côté, on a eu un peu la même démarche que les autres produits. Notamment, on a démontré que le dispositif n'est pas en contact direct avec le patient, qu'il est aussi utilisé dans le cadre de situations non critiques, donc non urgentes, que notamment les performances cliniques en fait prévues qu'on revendique peuvent être démontrées par les caractéristiques
caractéristiques techniques du produit et non par des données cliniques. Et enfin, que le bénéfice clinique du dispositif est réellement indirect, puisqu'on ne vient pas traiter directement la maladie ni les symptômes du patient. On vient vraiment apporter de la surveillance au niveau des événements indésirables et donc de l'aide à la décision clinique. Et dans ce sens, on est vraiment dans du bénéfice indirect pour le patient. Et on s'est aussi appuyé évidemment sur les données de la gestion des risques pour étayer tout ça. Pour la deuxième question, notamment sur la partie état de l'art et risque, on n'a pas été beaucoup challengé sur la partie état de l'art. Elle était assez solide, notamment avec tout ce qui existe sur l'oncologie. Sur la partie gestion des risques, par contre, on a été assez challengé sur la méthodologie et notamment aussi sur la classification de sécurité du logiciel qu'on a dû retravailler. Et le GEMED, on est aussi sur le GEMED, a aussi beaucoup insisté sur notamment la granularité en fait des dommages patients, c'est-à-dire vraiment en tout cas expliciter les dommages cliniques liés aux patients et pas rester sur des termes des risques assez génériques du type délai de diagnostic, etc. Il fallait vraiment aller sur le détail clinique et lié aux patients. Donc voilà, on a surtout se challenger sur la partie risque. Merci. Et alors, du coup, la question qui suit, donc après avoir démontré que les données cliniques n'étaient pas pertinentes, quelles données non cliniques vous ont permis de démontrer la performance et la sécurité du produit? Alors, on aura peut-être des petites différences dans ce cas-là par rapport aux produits plus physique-machine, par rapport au logiciel. Sabrina, je te laisse commencer. Pour la partie sécurité, du coup, on a fait les tests classiques de sécurité électrique, tout ce qui est test EMC, etc. Et sur la partie performance, ce qui est un peu le gros chez nous, c'est tout ce qui concerne la partie microbiologie. Donc, on a prouvé pour tout ce qui est activité bactéricide, fongicide, mycobactéricide, virucide, sporicide, en fonction de l'état de l'art aussi, un peu par pays, enfin pas par pays, mais par zone plutôt, que ce soit en Europe, en Australie ou aux États-Unis. On a harmonisé tout ça et du coup, on a pu du coup aussi définir une hiérarchie des micro-organismes pour pas non plus tout tester. Donc, on a défini cette hiérarchie et ensuite, on a pu faire sur les micro-organismes les plus résistants, on a pu du coup faire tous nos tests pour prouver notre performance à ce sujet. Et l'autre partie aussi qui est importante chez nous, la partie performance, c'est toute la partie compatibilité en fait entre notre machine et les sondes d'échographie qu'on peut désinfecter, puisqu'on ne peut pas désinfecter toutes les sondes en fonction de leur géométrie ou de la matière, des matériaux qu'ils contiennent. Donc, ça a été surtout ces données qui ont été utilisées pour démontrer sécurité et performance. Merci. Et Claire? Du coup, un peu comme pour le dispositif de Sabrina, l'armoire de secours CELUS, c'est aussi un dispositif électromédical. Donc, on est passé par la vérification de la sécurité électrique, la vérification aussi de la compatibilité électromagnétique, tout pareil. On est aussi du coup sur un contact indirect par le biais du chemin de gaz, justement. Donc, il y a un contact indirect avec les voies aériennes du patient. Donc, l'évaluation du risque biologique a quand même pris une place importante. On s'est attaché à détailler tous les matériaux qui peuvent être présents sur le chemin de gaz et en contact avec le gaz du coup qui circule. Donc, vérifier dans un premier temps la compatibilité entre l'oxygène, l'air et ces différents matériaux. Pour le vide, on n'a pas trop regardé parce que le vide, c'est de l'aspiration. Ça va dans le sens inverse, ça va pas vers le patient, donc il y avait moins d'enjeux. Donc, vérifier la compatibilité avec les gaz, vérifier la compatibilité aussi du coup pour un usage en contact avec les voies aériennes du patient. Ça a pris pas mal de place. Et puis après, on a fait aussi des tests un peu en lien avec l'aptitude à l'utilisation. Ce n'était pas vraiment des tests d'aptitude à l'utilisation, mais de bon fonctionnement de l'armoire. Donc, mise en situation réelle, déclenchement des secours, aux pressions qu'on a définies, etc. Et enfin, comme c'est un dispositif médical qui était déjà commercialisé et marqué CE suivant la directive, on s'est beaucoup appuyé aussi sur les données de surveillance après commercialisation qui alimentent du coup l'évaluation clinique et l'analyse du risque. Donc, on avait vraiment un bon lien entre ces trois types de documentation. Voilà.
Très bien, merci Claire. Patrick? Donc, concernant les paillettes, donc on a un certain nombre de données qui concernent la performance mécanique de la paillette en termes d'étanchéité, qui concernent la performance mécanique du support sur lequel on vient déposer l'embryon. Pareil, sur le degré de flexibilité qu'il doit avoir, à la fois au moment où on vient positionner l'embryon, mais également après avoir été exposé à l'azote liquide. Donc ça rentrerait dans la sphère de l'aptitude à l'utilisation également. On avait un certain nombre de sujets concernant la toxicité, les résidus ou les relargables, puisqu'on va avoir un échantillon biologique qui est déposé sur un composant. Donc, bien évidemment, tout ce qui concerne l'évaluation du risque de toxicité autour à la fois de la maîtrise de la propreté ou l'absence de contamination et ce qu'il pourrait y avoir comme interaction entre les matériaux et le milieu de conservation de l'embryon. Et après des tests fonctionnels qui vont concerner la manipulation, le soudage et la réouverture de la paillette, parce que tout ce qui est mode opératoire est à chaque fois très minutieux, à réaliser dans des temps très limités, dans des conditions avec des variations de température qui sont très très fortes. Donc il faut qu'il y ait une certaine stabilité dans le mode opératoire pour que les laboratoires puissent réaliser les opérations nécessaires dans les meilleures conditions. Donc, tous les tests qui ont tourné autour de ça. Et ce que j'ai évoqué tout à l'heure en supplément, alors c'est non clinique, mais ce sont des données réelles venant du terrain. On a été recherché dans différents laboratoires de procréation médicalement assistée. Des paillettes au moment où elles allaient être détruites. C'est une destruction normale après 5 ans de conservation quand un couple a obtenu ou a réussi à une grossesse. Donc, c'est une procédure normale de destruction des paillettes. Et à ce moment-là, on a fait en sorte d'être présent au travers de commerciaux que nous avions formés à l'application d'un protocole de décongélation qui permettait de vérifier l'étanchéité de la paillette, donc après au moins 5 ans dans de l'azote, sachant que certaines avaient jusqu'à 10 ans de conservation. Et donc ça, c'est des données qui ont été relativement importantes pour justement convaincre de la pertinence de cette approche. Et longtemps, ça a été, je veux dire, la difficulté d'arriver à avoir ces données-là. Voilà, donc c'est cet ensemble de données relativement classiques, en fait, beaucoup de choses qui sont des vérifications de performance, mais également performance dans les conditions réelles. Très bien, merci Patrick. Et donc pour terminer avec le cas d'un logiciel, Yasmine. Oui, et nous de notre côté, on a eu 2 niveaux en fait de démonstration. On a commencé d'abord par la partie validation scientifique de notre algorithme, notamment par exemple le type de questions qui peuvent être posées, qui doivent être pertinentes, les règles de génération d'alerte qui aujourd'hui sont validées par des consensus des organisations, notamment scientifiques et internationales. Donc on s'est beaucoup appuyé là-dessus. Et l'autre pan en fait de la validation, ça va être évidemment toute la partie test, vérification et validation selon la 62304. On a fait aussi des tests, des essais d'interopérabilité, de usability et notamment de cybersécurité. Combiné avec les données issues de la gestion des risques, c'est comme ça qu'on a démontré la safety et la performance du dispositif. Merci Yasmine. Je vais maintenant laisser la parole à Vincent pour conclure sur une synthèse. Je te laisse la parole, Vincent. Écoute, pour une fois, c'est un défi parce que j'ai pas du tout participé à l'organisation, donc je ne savais pas ce qu'il allait se dire, et je suis surpris, agréablement, du fait que globalement, apparemment, vous n'avez pas eu de grosses difficultés à passer par la voie du 6110. Et pour moi, écoutez, vous êtes presque que des exceptions.
Donc, ça me surprend vraiment. Et c'est super bien, hein. Alors, j'étais en train de me poser la question, on verra peut-être lors du prochain webinaire où on aura divers ON. Vous avez tous le GMED comme organisme notifié. Et le GMED a quand même un historique de technique avec le LNE derrière. Donc peut-être que l'approche technique est mieux comprise par le GMED que par d'autres zones. Ça, c'est un point. Donc juste un ressenti. Et j'ai trouvé très intéressant le retour sur les paillettes et le fait qu'en fait, on puisse demander du post-market sur la performance technique. Je trouve que ça, c'est vraiment intéressant parce que c'est même exploité en prévisionnel, peut-être dans des dossiers. Je garderai l'idée parce que celle-là, elle était vraiment pas mal. Euh, et alors, peut-être pour rebondir par rapport à ma première remarque, est-ce que dans l'assistance, il y a des gens qui peuvent commenter ou qui ont eu des aventures plus difficiles que nos 4 intervenants qui vraiment ont eu un long fleuve tranquille, a priori, ou presque, pour arriver au but? N'hésitez pas à prendre la parole. Ah, il y a Aliénor. Allez-y, Aliénor, on vous écoute. Oui, bonjour. Nous avions tenté la voie du 6110, donc c'était un logiciel pour le traitement du cancer de la prostate. En fait, ce logiciel permet de mapper la chaleur lors d'une intervention sous IRM en temps réel avec un laser. Donc le laser, il nous appartient pas, l'IRM nous appartient pas. C'est le laser qui chauffe et qui brûle le cancer de la prostate. Et nous, notre logiciel montrait juste la température, parce qu'il faut une température je ne sais plus laquelle exactement, j'ai perdu la mémoire, mais une température exacte pour que les cellules cancéreuses meurent et en même temps, il ne faut pas que ce soit trop fort pour que les cellules saines ne meurent pas, enfin en tout cas dans la prostate. Et donc du coup, on pouvait projeter en temps réel ce mapping de chaleur. Donc, la voie où on s'est dit, bon, ben nous, on fait que de la technique. En fait, c'est une sorte de gros thermomètre où on dit la chaleur, la température. Et on était chez le BSI, donc pas au GMED. Et cette voie nous a été refusée. Voilà. Merci. Donc, on est obligé de refaire avec une investigation clinique aujourd'hui. Le point sur le BSI, c'est intéressant. Et j'invite vraiment à aller voir la newsletter du BSI. Il y a les newsletters du GMED, sont un peu différentes, mais on parle là beaucoup de données cliniques indirectes qui prend en compte en fait le système en globalité, pas juste le dispositif. C'est vrai que Oui, c'est c'est peut-être ça. sur Exactement. Et ils challengent beaucoup là-dessus. Voilà, exactement. Ils ont challengé énormément sur les données cliniques indirectes. Du coup, pour eux, il y avait un impact indirect, donc des données cliniques obligatoires. Merci pour ce retour. Ouais. Merci pour ce retour, ouais, Aliénor. D'autres personnes dans la salle là, qui ont Elsa, testé? il y a Elsa a priori, donc si Elsa s'est Ouais, pas endormie, Elsa elle le verra. On a quand même eu des heures et des heures de discussion sur ce sujet tous les deux. Donc j'aimerais bien avoir son retour là, sur ce qu'elle a entendu aujourd'hui. Bonjour tout le Bonjour monde. Elsa. Salut Elsa. Bonjour, ça me fait plaisir de vous revoir à tous. Bravo Morgane pour l'orga. De notre côté, chez Intrasens, on construit nos évals cliniques sur la base de l'article 6110 parce on est juste une aide pour les radiologues. Le diagnostic final est fait par plusieurs professionnels de santé sur la base de plusieurs critères, pas que l'imagerie médicale. Et je dirais que sur ce que vient de dire Aléonore, pour le heatmap, à partir du moment où il y a une classification, c'est-à-dire que ton logiciel il permet de dire si le traitement est efficace ou pas, il y a un impact clinique sur le patient. Et un petit clin d'œil à Vincent, parce qu'on a pas mal échangé sur bénéfices cliniques, qu'il soit direct ou indirect, à partir du moment où c'est un dispositif médical, il y a un impact sur la santé ou la prise en charge des patients. C'est la manière à travers laquelle on le démontre qui fait ou pas en sorte qu'on est dans l'article 6110. Et bravo aux intervenants aussi. Plaisir de vous revoir à tous. Merci Elsa.
D'autres commentaires, d'autres questions peut-être? Chez Biotech Dental, Marianne, D'autres échecs. t'as été amené à faire du 7110, toi, ou pas? T'as une Euh, carrière. Nous, on est en cours de soumission d'un dossier, effectivement, ici de la loi du 7110 sur des instruments, du coup, dans le cadre d'implantation, le placement d'implants dentaires. Pour l'instant, on n'a pas de retour. T'as pas de retour, c'est avec qui? Le GMED aussi ou Nous, c'est Eurofins Italie. Ah, c'est Eurofins, ok. Oui. Ok, merci Marianne. Mathilde, c'est peut-être un peu tôt pour toi chez Peters, tu viens d'arriver, ou enfin ça fait pas très longtemps. Chez Peters, il y a du 7110. Oui, du coup, bonjour à tous, c'est un peu tôt pour moi, du coup, mais Ouais, je suis je venue sais pas. plus par curiosité. Moi, j'avais utilisé cette voie aussi avant chez Pure Essentiel, donc Ouais. Et chez Pure voilà. Essentiel, c'était quoi ton retour, Mathilde? Moi, c'était avec le GMED aussi, Ouais. Et tu n'avais pas donc été challengé non plus. pas tant, ouais, pas tant. Oui, donc allez, prenez le GMED. Hein. C'est un Ok, retour intéressant, vraiment intéressant. C'est, ouais. D'accord, et surtout en plus que ouais, souvent, c'est pas ce qu'on entend. La rumeur urbaine, c'est pas ce qu'on entend. D'autres, qui c'est qu'il y a dans la... Delphine, elle a souvent des cas exotiques. Tu n'aurais pas un petit cas, Delphine, sous la main, toi? Parce que généralement, tu en as des biens. T'en as des biens sympas. Ouais. On ne t'entend pas, J'en ai en Delphine. cours. On Ah, t'entend pas, Delphine. Parle dans le micro. Ouais. je parle dans le micro là. Ouais, mais c'est bizarre parce que on ne t'entend pas. C'est bien la première fois qu'on ne t'entend Vas-y. pas. Vous m'entendez? Ouais, ça va un peu mieux. Vas-y. Voilà. Delphine, ouais, on ne t'entend pas en fait. Non, si tu parles, on ne t'entend pas. On ne t'entend pas. Tu vas règle ton truc et puis on revient à toi. Chez Emodia, là, je vois qu'il y a des gens d'Emodia, Émilie, il y a des dispositions. Enfin, vous avez soumis des dossiers avec cette voie-là chez Emodia, Émilie Leroux. Oui, j'ai pas de commentaires aujourd'hui à vous partager par rapport au dossier puisqu'on n'est pas encore on n'a pas transitionné l'ensemble des produits là-dessus. Ok, ça marche. Merci quand même pour la réponse. D'autres personnes on a encore quelques minutes, hein, on peut. Stéphanie, tu veux apporter ta contribution? Stéphanie François, tu veux poser, Steph, ou pas? Non, Non. Florent, j'ai pas de retour d'expérience à faire encore chez Dixie. C'est des questions qu'on se pose pour plus tard, mais j'ai rien de concret à partager encore. Une Ok. prochaine. Ouais, non, mais c'était peut-être pour que tu soumettes tes questions aujourd'hui à l'Assemblée par rapport à ce que tu Mais as ouais, articulé, quoi. peut-être pour stimuler un peu la discussion, enfin, ce que je trouve donc très intéressant dans cette histoire, c'est vous avez tous parlé de la gestion des risques, hein, en disant que vraiment vous aviez l'impression que ça avait été poussé. Moi, je serais curieux de savoir en fait si vous avez des produits qui sont pas passés par la 7110, mais qui sont des produits qui sont passés par les voies classiques, pour voir si effectivement vous avez un ressenti de plus d'exigence au niveau de la gestion des risques. Euh, donc ça, c'est un point. Et après, j'insiste, hein, parce que vraiment, je pense que c'est un truc qu'il faut garder en tête, hein. L'idée de faire du post-market sur la performance technique, ça me plaît beaucoup. Donc, mais déjà, sur la gestion des risques, est-ce que il y en a parmi vous qui peuvent faire un comparatif entre les deux cas de figure, 7110 ou pas 7110? Alors, Peut-être, en ce qui concerne, ouais, Patrick. c'était les paillettes de vitrification, c'est les premiers produits transitionnés MDR. Oui, il y a une différence significative entre MDD et MDR, mais par contre, entre deux classes ou deux procédures différentes, je ne sais pas dire. Ok. Nous, côté Air Liquide, c'est dur aussi de répondre à cette question, puisqu'en fait, l'armoire de secours, c'est le DM le plus complexe qu'on ait. DM électromédical, il intègre un logiciel, enfin voilà, donc par rapport à nos autres DM qui sont beaucoup plus simples, l'analyse de risque est du coup de facto plus complexe elle aussi. Il y a plus de risques avec des risques résiduels finaux qui sont parfois quand même élevés, enfin voilà, pour lesquels on a des moyens de maîtrise, hein, forcément, mais bon, on ne peut pas en mettre autant qu'on veut.
Voilà. Et puis bon, pour le coup, on a été pas mal challengé, mais je pense parce que c'était simplement un auditeur qui adore l'analyse de risque et la norme qui va avec, mais pas spécialement à cause du 7110. D'accord, merci. Ouais, parce Delphine, que. Pardon. Delphine, tu as retrouvé la voix, là, je crois. Vas-y. Vas-y, Delphine, mets ton micro, parce que là, tu n'as pas ton micro. Est-ce que vous Activez le m'entendez? micro. Ah, ça y est, on t'entend. C'est fait. Ouais. C'est bon? Oui, vas-y, on t'entend, on t'écoute. Ok, alors moi j'en ai plusieurs en ce moment, dont un qui est en cours chez Nexialist. Celui qui est en cours chez Nexialist, c'est un appareil de photobiomodulation donc, qui permet de venir stimuler les mitochondries avec des longueurs d'onde différentes en fonction en fait, de la profondeur à laquelle on souhaite atteindre ces fameuses mitochondries. La photobiomodulation est connue depuis 1967. Donc, on voulait baser ça sur les performances parce qu'il y a énormément de littérature sur les longueurs d'onde avec, on va dire, les effets cliniques associés. Pour l'instant, le GMED n'est pas trop rentré en profondeur sur l'éval clinique parce que on avait un rapport d'évaluation clinique qui était très vieux mais qui a été soumis en l'état. Et là, on est en train de voir justement pour refaire ça et essayer de le passer en performance, mais on n'est pas sûr que ça passe. Après, on a un autre device qui est un device de détection du mélanome. Donc là, c'est uniquement basé sur de l'analyse d'image. Donc le fabricant, il a acheté plein de banques de données d'images avec des labellisations. Et c'est pareil, on voulait faire sur de la performance parce qu'on ne voit pas l'intérêt de faire de l'étude clinique, sachant qu'on a déjà les images en fait labellisées. Alors, on ne les soumet pas labellisées à l'IA, hein, forcément. Donc là, on va passer le dossier à l'AFNOR, on pourra vous dire ce qu'il en est. Et le dernier produit qu'on a, où on a eu des déboires pour le coup avec GMED, c'est ce qu'on appelle une Rake-Up. Donc c'est un dispositif innovant. C'est un dispositif qui permet de... En fait, c'est comme une coupe menstruelle qui est placée donc, dans le vagin de la femme après l'accouchement. Et qui permet de venir recueillir du sang. Donc, il y a une poche qui est connectée sans graduation. Et ça permet en fait de venir voir s'il y a a priori une hémorragie post-partum, juste par l'écoulement du sang. Donc là, c'est pareil, on a tenté une évaluation de performance que GMED a refusé. Par contre, qui a été acceptée par un autre ON exotique. Ah. Bah, intéressant. Tes deux derniers cas, c'est vrai que moi, quand on en parle comme ça, je ne les vois pas comme des produits qui puissent passer par la voie du 70. Mais bon, après, on voit effectivement la différence d'interprétation que peuvent avoir les ON les uns par rapport aux autres, qui est aussi un sujet. Et très grosse différence aussi sur le dernier device entre l'approche FDA et l'approche européenne, où en fait l'approche FDA, pour le coup, on est sur un dispositif innovant. Donc on aurait pu s'attendre à ce qu'on nous demande de faire un PMA ou un de novo, et où là, la FDA nous assiste pour passer par un 510K. Avec des analyses de predicate, on va dire, plus ou moins proches de la solution qu'on propose. Et ils ne nous demandent pas d'évaluation clinique, enfin d'investigation clinique sur les patients. Donc c'est pareil, ce sera que de la performance pure. Tu parles de la CUP, là? De l'immeuble de traitement d'image? Ouais. Bien la CUP. La CUP, ok. Merci. Merci Delphine. Pas d'autres questions. Sandra, là, je vois que tu es dans la Sandra. Chez Rayon Médical, vous n'êtes pas passé par le 71, là, pour démontrer la performance de votre dispositif. Bonjour, bonjour Florent, bonjour à tous. Non, nous pour le coup, on est sur de l'implantable de B, Ah oui. donc on n'a pas pu passer. Mais je venais participer principalement, je trouvais le retour d'expérience intéressant. Et du coup, je suis contente d'avoir participé. Il n'y a pas de nouveau produit en développement qui pourrait pas prendre ça. Non, pas chez Réod, on n'est que sur de l'implantable. Merci pour cette question-là. Mais c'est
De fait, c'est très positif, je trouve. C'est chouette, ça. Parce que je m'en serais attendu, moi, à entendre que des difficultés, mais je retiens. Je trouve ça très positif. Comme je suis un fervent défenseur de l'usage de la 7110, enfin, je pense elle est utile. C'est un article qui est bien utile dans certains cas de figure et qui est mal utilisé ou trop peu utilisé, même si c'est un cas, comme ils disent, exceptionnel. Donc là, avoir des retours positifs comme ça, c'est plutôt bien. C'est encourageant. Et merci aux personnes que j'ai sollicitées via LinkedIn d'avoir répondu favorablement à cette demande de réussite en fait via cette voie-là. Donc merci Patrick, merci Yasmine notamment d'avoir répondu favorablement à cette invitation. Si vous n'avez pas d'autres questions, écoutez, je pense qu'on va clore le webinaire, à moins que Vincent ait encore quelque chose à nous raconter, mais je pense que là on peut clore le webinaire. Sachez que retenez bien, normalement, dans la semaine du 8 décembre, probablement le 10 ou le 11 à 14h, il y aura la même chose, mais avec de l'autre côté, autour de la table, il y aura des organismes notifiés, on espère en avoir 3 voire 4. Toujours pareil, autour de la loi du 71 on verra effectivement si le GMED est plus enclin à adopter cette démonstration-là que les autres qui sont. Alors, plutôt que d'adopter. Plutôt qu'adopter, tu devrais dire accepter. Accepter. Il n'adopte pas, c'est accepter. Donc, ils ont peut-être une meilleure compréhension. Voilà. Moi, si tu veux, ma vision de la chose à la crue, c'est-à-dire qu'ils ont une meilleure compréhension peut-être de certaines situations que les autres, ou alors qu'ils n'ont que des clients qui sont super bons pour bien leur expliquer la situation. Il y a les deux. C'est ce que disait Patrick en introduction, avant que tu arrives. Ce que je disais, c'est vrai que c'est presque dommage qu'on ait eu 4 témoignages de GMED, mais c'est peut-être aussi parce que ça s'est bien passé. Merci à tous. Restez connectés sur les réseaux de Nexialis. On continue à vous informer, on continue à vous aider dans vos démarches de conformité. Et bien sûr, n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des questions plus précises, plus poussées. On sera ravis de pouvoir vous aider. Et il y aura encore normalement 2 webinaires d'ici la fin de l'année. Un donc, sur le 7110 côté ON et puis un autre sur l'intelligence artificielle, les IA génératives versus la réglementation. Est-ce que c'est compatible ou pas? On essaiera d'en discuter avec Vincent et une autre personne spécialiste en intelligence artificielle. On va dire au courant. Ça serait très probablement fin novembre. Voilà. Ouais, celui-là, il va être rigolo. Ouais. Voilà. Sur ce, écoutez, je vous souhaite à tous une excellente après-midi. Bon courage dans vos démarches de conformité. Je vais lancer également, oui, j'en profite, je lance bientôt le moral des troupes, la 3e édition du moral des troupes des personnes en charge de la conformité, donc toutes les personnes en charge de la qualité non réglementaire du clinique. Je vais vous envoyer un petit questionnaire pour y répondre. Et c'est une volonté de Nexialis de créer un espèce d'observatoire autour de la qualité de vie auprès des fabricants de dispositifs médicaux, notamment des personnes en charge de cette conformité. Voilà. À très bientôt, bonne journée, au revoir. Merci à tous, au revoir. Merci à toi.